Cosa Vostra. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut aller sur des salons B2B où il y a des distributeurs qui viennent, c'est ça ? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, à cette période, c'est difficile. Les salons sont de plus en plus virtuels. Il y a des outils d'exposition qui, par exemple, comme Jour, qui sont des prises de commandes, ou New Order, qui permettent de diffuser un max sur des magasins et des grands comptes. Donc ça peut te faire de la pub aussi comme ça. Mais bon, je pense que le culot et le salon restent encore en numéro un, on va dire la première approche. Maintenant, pour en revenir au cas de figure dont on disait, la marque, la start-up qui veut rentrer et qui a déjà des bonnes bases et qui veut impérativement rentrer dans un grand compte, on va l'aider aussi, on va essayer et on essaiera de travailler ensemble. On l'a déjà fait, on essaie de donner des contacts dès qu'on les a, on essaie d'être assez dispo et open avec François pour pouvoir faciliter le business de n'importe qui. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Panier avec Jacques Masson qui est le CEO de Sodilog. Tu n'es pas le fondateur, c'est une entreprise familiale, on y viendra tout à l'heure, c'est bien cela ? Tout à fait. Sodilog est une solution qui est assez unique et qui permet aux entreprises de confier la gestion de leur portefeuille client, de leur logistique et leurs achats à Sodilog et du coup de s'affranchir de ces tâches qui nécessitent un certain savoir-faire pour se concentrer sur le produit, le marketing. Vous représentez, vous distribuez, je ne sais pas comment on peut dire, une 60aine de marques. Tu nous expliqueras ça dans une seconde. Pour 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je l'ai dit, c'est une entreprise familiale indépendante. Et surtout, vous avez en point commun, et c'est comme ça qu'on a été mis en contact, le fait que parmi vos clients, on peut compter Morphée, Luni et Shapeart qui sont passés sur le panier. C'est des épisodes passionnants que je vous invite, chers auditeurs, à écouter. Et c'est Charlie de Morphée qui a permis cette intro. Mais j'en ai discuté aussi avec Mickaël Weiss de Shapeart. Enfin bref, il y a plusieurs faisceaux communs qui nous rapprochent. Salut Jacques, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Laurent, merci à toi. Bienvenue sur le panier. Alors j'ai un peu eu du mal à le présenter et tu le feras certainement mieux que moi. C'est quoi Sodilog ? Alors déjà, je trouve que tu l'as très bien présenté. Sodilog, c'est effectivement c'est un business model qui est unique et qui permet aux marques et différentes startups de se focaliser sur leur cœur de métier, donc sans aucune contrainte de développement. Sodilog achète et vend pour le compte d'une marque. Acheter, c'est quoi ? Cela veut dire que l'on va acheter la marchandise à un fournisseur, une usine. On va organiser et financer les imports, aériens, maritimes, ferroviaires, dédouaner les produits, s'acquitter des droits et taxes. On va mettre le produit propre à la consommation. Et de l'autre côté, nous allons vendre ces produits-là pour le compte de la marque. Donc vendre, c'est quoi ? C'est préparer des commandes selon le cahier des charges des clients, les livrer, les assurer, les facturer et les encaisser. B2C et bien sûr B2B. Au milieu, on fait la logistique, donc la connexion de l'ensemble des flux qui permettent de rendre toute l'opération possible. Le principe, c'est vraiment que la marque reste donneur d'ordre, décide à qui acheter et décide surtout à qui vendre. Sodilog doit être au milieu, capable d'acheter et de vendre à n'importe qui. Et j'imagine mettre à profit toute son expérience, 60 marques. Vous avez quel âge ? Alors, la société a été créée en 86 donc par Patrick, mon père, sur un modèle différent, sur la grande distribution. On s'est beaucoup développé avec Carrefour, on était très très lié à Carrefour, et puis Carrefour un jour est parti et on savait pas trop quoi faire, et on a mis en place un contrat de commissionnaire. Donc en fait, on est commissionnaire à l'achat, commissionnaire à la vente. Ça a été fait pour le secteur de la mode initialement, où à l'époque tu avais des marques qui poussaient des agents
à prendre des positions de distributeur. Alors un agent, c'est un indépendant qui vend, qui rémunère la commission. Un distributeur, c'est quelqu'un qui a une exclusivité de distribuer une marque sur un territoire bien spécifique, donc la France par exemple, et qui va donc acheter les produits à la maison mère et les vendre après directement sur des grands comptes. Et à ce moment-là, en fait, on a mis en place ce business model pour que ces gens-là qui prennent des positions de distributeurs ou qui décident de fonder leur marque aient une seule entité en face d'elle qui fasse à la fois la logistique et surtout le back-office et bien entendu le financement des flux. Donc c'est un business model qui a été mis en place en 2005 à peu près et qu'on a fait évoluer. Ça fait 15 ans et ça marche. Ça marche relativement bien. Alors on reviendra on y reviendra dans le détail. Je t'invite sur le podcast pour la raison suivante justement, c'est qu'avec du coup ça fait 34 ans que la boîte existe et 15 ans que vous êtes sur ce modèle, vous représentez à date une 60aine de marques avec cette expertise hyper forte sur l'achat, la logistique, puis la vente et la gestion du portefeuille client, ce qui va nous permettre dans cet épisode d'aborder des sujets qui te tiennent à cœur, hein, le financement des entreprises, le financement de l'accélération et du scale, pour utiliser un terme anglo-saxon. On va aussi parler de la distribution, parce que forcément, de par votre expérience avec ces 60 marques, vous connaissez très bien les grands distributeurs français. On s'en souvient, Morphée, Luni, Shapeart sont distribués entre autres chez Nature et Découverte, chez Oxybul, je crois, pour Luni. Enfin voilà, ça, c'est une expérience que tu as. J'aimerais aussi aborder avec toi le sujet du futur de ces secteurs pour les entreprises en B2C, en B2B et ton expérience sur le sujet. On va aussi parler d'import-export, ton retour d'expérience et tes conseils, et sur la distribution, si on a le temps, on en parlait en préparant cet entretien, mais des coefficients de marge que tu as pu constater et puis les conseils que tu peux donner à ce sujet. Ça va faire un épisode riche, mais très orienté admin et opérationnel, et je suis certain qu'il sera passionnant. Quel était le modèle pour Carrefour au début de Sodilog ? Alors c'était très particulier. Carrefour, alors c'était avant le monde d'avant, il y a très longtemps, parce que Carrefour en fait achetait, à l'époque tu avais des usines de chaussures en Italie, Espagne, Portugal. Carrefour achetait à des importateurs. Et bien sûr, Carrefour a voulu bypasser ces importateurs, donc en allant directement à la source, et s'est retrouvé avec des problématiques de devises, de langue, et puis les usines qui étaient incapables de suivre le cahier des charges de Carrefour. Donc du coup, Carrefour disait, ça serait tellement sur de la MDD, sur de la marque de la marque Carrefour, la marque Tex, ouais, tout à fait, ouais. La marque Tex notamment. Et donc du coup, Carrefour disait, ça serait tellement plus simple si j'avais un seul fournisseur français, j'aurais plus de problématiques de devises, de TVA, etc. Et donc Patrick, donc mon père, a accompagné l'acheteur Carrefour directement dans les usines, qui faisait sa négo. Et une fois que la négo était finie, il disait bon, merci. Maintenant, en fait, toi, fournisseur, tu ne vas pas livrer Carrefour, tu vas livrer Sodilog pour le compte de Carrefour. Donc, le fournisseur disait ah, ok, très bien. Et il disait d'ailleurs, et puis tu vas facturer Sodilog pour le compte de Carrefour. Donc du coup, Sodilog recevait directement la marchandise, éclatait donc les commandes, livrait directement les magasins et faisait un prix presté. Attends, éclater les commandes, c'est-à-dire que tu reçois 10 000 pièces et tu vas envoyer 100 à Strasbourg et 200 à Paris, ainsi de suite, c'est ça ? Exactement, okay. Exactement. Sauf qu'on facturait directement le produit au magasin et pas à la centrale. Donc dedans, on intégrait toute la prestation. Donc c'est-à-dire que je sais pas, une paire de chaussures qui à l'époque coûtait 10 000 livres ou je ne sais pas, était vendue 150 francs au Carrefour d'Avignon. Et dedans, il avait tout. Il n'avait pas une marge arrière de la centrale ou autre chose à calculer. Donc c'était hyper digeste pour les magasins. Et donc, mais du coup, tu te places en frontal par rapport à la centrale. Ah oui, complètement. Ben, c'est Carrefour qui a créé d'une certaine manière une forme de concurrence avec la centrale. Après, dès que la centrale, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, ils utilisaient Sodilog. On était un peu le mouton à 5 pattes de Carrefour à ce moment-là. Ok. Et donc, on travaillait sur des grosses opérations et sur des miettes. Maintenant, c'est vrai que les miettes de la grande distribution, c'est souvent très important. Et un jour, Carrefour vous a lâché ? Tout à fait. Donc, Carrefour représentait 95% du chiffre d'affaires, je crois. On avait une centaine d'employés, une centaine de contrats intérim derrière. Enfin, c'était gigantesque. On utilisait quasiment 100 000 mètres carrés. Et Carrefour nous dit, voilà, on part l'année prochaine. Donc ça, c'était au début, je crois que c'était 98 ou début des années 2000.
Carrefour, au final, avait internalisé le service et puis avait construit un entrepôt apparemment assez pharaonique en banlieue parisienne. Et du coup, Carrefour a dit, je pars l'année prochaine. Finalement, Carrefour met 4 ans à partir, je crois, en partant par vague d'achat. Et bon, à ce moment-là, Patrick se Ça te laisse le temps de te retourner quand même. Alors ça te laisse le temps de te retourner, mais je pense que tu es quand même, oui, tout à fait, mais il y a un moment tu es quand même inquiet, et puis tu vois la fin qui se dessine et qui se concrétise. Et là, à ce moment-là, Patrick avait 2 options, soit il revendait, alors soit il fermait, simplement, ça c'était l'option un peu dure. Et après derrière, il disait bon, c'est dommage parce que mine de rien, il y a une expertise. On avait acheté des bâtiments, donc à 40 000 m² de stockage. On a des bureaux, on est connecté en EDI avec quand même pas mal de comptes. Et puis on a commencé aussi tout doucement à travailler avec d'autres marques directement vers du retail, vers d'autres magasins. Et on avait la confiance des banques, parce que mine de rien, ce qui avait été construit avec Carrefour faisait qu'on achetait des volumes très conséquents. Carrefour nous payait derrière, et du coup, le chiffre d'affaires était très fort. Mais t'as un BFR qui est énorme, non ? Du coup, c'est toi qui avances les fonds. Tu achètes pour Carrefour et ensuite Carrefour te paye quand tu leur vends. À l'époque, oui, sauf que Carrefour payait tout de suite de manière à ce qu'on puisse le faire, parce que j'imagine qu'au début, on n'avait pas tout à fait les fonds pour le faire. Mais tout à fait. Donc, en gros, on est devenu un très gros client des banques. Les banques ont suivi. Et à la fin, les banques ont toutes suivi le changement de business model, où elles nous faisaient confiance d'une certaine manière dans ce qu'on faisait. Elles comprenaient pas toujours exactement ce qu'on faisait. Et on a changé. On a dit, mais pourquoi on mettrait pas notre expertise à disposition et d'une certaine manière, nos fonds propres et la confiance des banques, nos lignes de crédit, pour pouvoir monter ce business model dont j'ai parlé avant, qui permet à des nouveaux acteurs de faire l'ensemble de la chaîne et surtout de financer les achats. De pouvoir d'un coup dans la mode, si tu veux, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et on a travaillé avec des dossiers, par exemple, où une marque a fait 30 millions d'euros en 24 mois. Sans Sodilogue, jamais la marque aurait pu faire ça, par exemple. Donc là, on est en 2005, c'est ça ? Alors, Carrefour a fini de vous lâcher. Carrefour nous lâche tout doucement. On arrive en 2005. En 2005, on démarre avec un de nos plus anciens clients, qui était un ancien agent du Coq Sportif, qui prend une position de distributeur. Et ça démarre en 2005. C'est quoi un agent ? C'est quoi un distributeur ? Donc un agent, alors je disais avant, un agent c'est une personne qui est indépendante, qui va vendre un produit à un compte tiers, donc à un magasin, et qui va être rémunéré à hauteur d'une commission une fois que le magasin a payé la marque. L'agent est indépendant, il ne rentre pas du tout dans la masse salariale de la marque. Et donc, je te donne un agent, par exemple. Je veux bien un exemple complet. Voilà, je te donne un exemple d'un agent qui avait la carte Converse au moment où Converse a explosé. C'est des gens qui ont fait des millions de commissions, quasiment. Enfin, je pense, enfin du moins qui sont connus pour avoir fait des très bons scores, qui étaient juste rémunérés tout simplement en prenant des commandes directement, en allant sur la route ou en ouvrant des showrooms à droite à gauche et en ayant les retailers qui venaient leur rendre visite. Voilà. Donc, alors le Coq Sportif est un mauvais exemple peut-être, c'est pour ça que j'ai mal compris parce qu'ils sont français, mais Converse, donc c'est une marque internationale, ils ont un distributeur, un agent en France. Qui va passer commande auprès des producteurs, des manufactures de Converse. Qui anime son propre réseau de distribution. Converse peut être établi en France. Par contre, Converse, par exemple, ne va pas avoir de force de vente à proprement parler, ne va pas avoir de commerciaux. Ils vont prendre des agents indépendants et vont rémunérer ces agents sur des commissions. C'est une sous-traitance, si tu veux, de la force de vente. Ok. Et les agents ont une zone géographique ou une exclusivité ou non, c'est ça ? Exactement. Alors, t'entends, ils se battent un peu sur certains départements quand ça se touche l'un et l'autre. Mais grosso modo, un agent est rémunéré à la commission. Il maintient la relation commerciale avec le client, c'est lui qui présente. Et il est responsable aussi de l'encaissement de l'encaissement du client vers la marque. Il n'est payé d'ailleurs que lorsque la facture qui a été établie pour la vente qu'il a gérée est réglée. Un distributeur. La facture qu'il a. Ok, donc le distributeur, la boutique qui vend la Converse va régler la marque directement, la marque, la maison mère. Et c'est à ce moment-là que l'agent touche sa com. C'est ça, tout à fait. Et donc, un agent qui a une belle carte, on parle comme ça, avoir une belle carte, c'est quand tu as quelqu'un qui va avoir, je vais pas dire Nike ou Converse, c'est un très bon exemple. Là, peut très très bien fonctionner pendant un laps de temps assez court. Un agent, du coup, donc est indépendant, c'est un vendeur indépendant, si tu veux, d'une certaine manière, payé à la commission. Un distributeur, c'est l'exemple que je donnais avant, un distributeur, c'est différent. Un distributeur, c'est quelqu'un qui va acheter, qui va avoir le droit de vendre des produits d'une marque sur un périmètre bien spécifique,
donc le marché français par exemple, à des clients B2B, donc magasins ou pure player, à partir du moment où ils sont domiciliés en France. Exemple, nous avons chez nous le distributeur français de Herschel, des sacs à dos. Donc lui achète les produits directement à la maison mère, qui les fait fabriquer, au prix wholesale, donc qui va être facturé au magasin lambda, moins une réduction pour pouvoir fonctionner. Ok, donc le distributeur a acheté le produit quand l'agent a pris la commande. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et l'un peut travailler, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ok, et on peut être agent et distributeur, j'imagine. Tout à fait, sauf que l'agent, pour moi, il n'est pas donneur d'ordre d'une certaine manière, il peut travailler pour une marque, mais par contre, moi, ce qui m'intéresse souvent, ce sont des gens qui ont une carrière d'agent et qui décident un jour de devenir distributeur. Quand tu viens distributeur, tu as un risque de stock, tu as un risque de marque, tu as un risque financier. Quand tu es agent, quand tu es agent, tu as juste à prendre des commandes d'une certaine manière et tu es payé à la com. Si tu ne prends pas de commande, tu n'as pas de commission. Ta responsabilité s'arrête là. Compris. En 2005, du coup, le modèle change et tu dis que vous avez une première expérience avec, tu m'as dit l'agent, cette fois du coq sportif. Oui, tout à fait. Oui. À l'époque. Et du coup, ça vous inspire ce nouveau modèle qui est le modèle actuel de Sodilog ? Ouais, c'est ça. Donc, qui a été très orienté mode parce qu'on était, on a souvent travaillé dans la mode, on a été connu pour ça. Je pense qu'on a livré la quasi-totalité des multimarques en France. Je pense peut-être même la totalité. Et donc du coup, un agent qui passe distributeur, ça m'intéresse à un autre. Dans les salons, il y a des discussions. Tiens, tu devrais appeler Sodilog, etc. Bouche à oreille, qui fait que on enchaîne des marques, etc. On se retrouve avec une petite dizaine de marques en quelques temps. Là vient d'autres personnes qui décident de créer leur marque. Donc qui disent tiens, maintenant je vais créer ma marque. Il y en a qui décident de prendre une licence. Alors ça, c'est une autre typologie de nos clients. Un licencié, c'est quelqu'un qui va voir une marque et qui va lui dire je vais développer cette catégorie de produits, je vais tout gérer de A à Z, la fabrication, la vente, et je vous reverserai des royalties, donc un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Exemple. Ça se fait souvent dans la parfumerie ou pas l'horlogerie, pardon, les lunettes, Exactement. Les optiques. Exactement. Et ça se fait. En fait, ça a été décliné à toutes les sauces. Maintenant, t'as aujourd'hui des grandes structures internationales qui créent des licences pour des marques, qui gèrent des licences pour des marques. Le top du top, la marque la plus chère, enfin la licence, on va dire, la plus gourmande, ça va être Disney, par exemple, ou la FIFA, ou le CIO, enfin les JO, ou le Tour de France, enfin différentes choses. Et puis t'en as qui vont plus être de l'ordre de, 10 à 12% de royalties sur des ventes. Par contre, quand tu es licencié, en fait, tu vas développer une collection. Donc, imaginons toi, Laurent, tu décides de faire des polos, Ray-Ban, par exemple. Mm-hmm. Tu vas voir Ray-Ban, tu dis, voilà, je pense qu'en termes de positionnement, ça serait bien. Tu montes les polos, ils vont dire, OK, c'est parfait. Tu dis, je m'occupe de la fabrication. Tu vas directement en Asie, ou en Turquie, ou n'importe où. Tu fais tes polos. Tu les vends. Tu gères tout de A à Z et tu reverses, on va dire, 10% du chiffre d'affaires facturé à Ray-Ban en tant que royalties. Et Ray-Ban va te dire, en échange de ces royalties, tu pourrais venir avec nous sur les salons. Quand on va faire une pub à la télé, tu en profiteras aussi, on mettra les polos aussi. Et le Instagram, bien sûr, de Ray-Ban t'en bénéficiera puisqu'on mettra des produits dessus. Ça, c'est le principe du licencié. Ok. Donc, on travaille, nous, avec des marques, des licenciés et des distributeurs. Et des startups qui créent leurs marques. C'est un monde qui change. J'ai le sentiment que des licenciés... Alors non, pas les licenciés, mais les agents et les distributeurs, aujourd'hui, tu peux arriver à faire pas mal de choses toi-même, non ? Ou avec un partenaire comme Sodilog ? Ouais, alors je veux bien qu'on rentre dans le détail, mais Morphée, Luni, Shapeart, qui sont passés sur ce podcast, mais d'autres parmi vos 60 marques, peuvent, en direct to consumer via des plateformes ou par des réseaux de distribution, se passer des agents et des distributeurs ? Alors, je pense qu'ils peuvent. Les exemples que tu as donnés sont quand même des marques qui ont fonctionné rapidement. Donc, ça veut dire qu'ils ont un produit qui sort de la norme. Donc, ça veut dire que les distributeurs, une fois que tu es chez certains distributeurs références ou vitrines, tu as d'autres distributeurs qui viennent à toi. Maintenant, les objets connectés, parce que je les mets toujours un petit peu là-dedans, même s'ils aiment pas trop, mais les objets connectés, c'est quand même souvent une distribution qui est très centralisée. Par contre, si après tu es dans le jouet et que tu veux toucher des indépendants
qui sont un petit peu éparpillés dans toute l'Europe, tu as intérêt à utiliser des agents, effectivement. Ok. Un agent, c'est quand même quelqu'un qui est sur la route, qui fait presque du porte-à-porte et qui met les mains dans le cambouis. Donc, mais eux ont réussi au début, en tout cas, sans trop en dire, ils ont réussi à faire sans agent. Je reviens en arrière, donc 2005, changement de modèle. Premier client qui est l'agent Lecoq Sportif. Vous travaillez avec des distributeurs et des marques. Le modèle aujourd'hui, si on fait avance rapide à 2020, c'est que, pour être sûr de bien comprendre, je suis une marque, j'ai fait un produit, j'ai trouvé un product market fit, j'ai un produit qui plaît, je veux accélérer sur la distribution et mes achats, ma distribution, pour ça il faut que j'achète de plus grandes quantités, que j'arrive à les distribuer. C'est là que Sodilog peut m'aider, c'est ça? Généralement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, tu vois, pour prendre ton exemple, tu vas avoir l'année 1, l'année 2, ta croissance va se faire, puis souvent l'année 3, c'est un peu l'année charnière, c'est ce qu'on voit, où là, tu vas avoir une sensation de plafond de verre parce que tu vas peut-être tripler tes forecasts, tes engagements clients. Donc en gros, à ce moment-là, tu viens nous voir, effectivement, c'est ce qu'on recommande, en disant j'ai fait 20 000 pièces cette année, c'était top, je suis content, mais en fait, je pense que je suis capable d'en faire 100 000 l'année prochaine. Et là, on va regarder ton portefeuille de commandes clients à venir. Donc, tu as des grands comptes qui vont déjà te passer des commandes pour dans 6 mois. Donc, ça arrive, hein, ça va loin, dans la mode particulièrement. Dans la mode, on s'engage sur la saison d'après. Et puis, tu vas faire des forecasts parce que tu sais que le produit va marcher, tu sais que tu vas certainement rentrer dans tel compte, et ainsi de suite. Et là, tu vas dire, voilà, moi, mon volume d'achat, j'aurais besoin qu'on fasse un engagement sur le fournisseur, sur l'usine de, je sais pas, au moins 60 000 pièces maintenant et 40 000 après. Là, ensemble, ce qu'on va faire, c'est moi, je vais prendre tes forecasts. Alors, je vais les analyser à ma sauce, hein, ça va être assez rapide. Par contre, je vais regarder la qualité de tes clients B2B. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui. Le B2B représente quand même une part importante du ratio de vente. Je pense qu'on en reparlera plus tard avec le B2C. Pour moi, le B2B, je mets dedans tous les clients que tu vas facturer, donc on va dire des pros. Tu vas pas facturer le consommateur final. Le B2C, pour moi, c'est ton site web, à toi. C'est comme ça que je le différencie. Et à ce moment-là, en fait, je prends donc ces clients, ces grands comptes et petits comptes, et je vais les analyser auprès de l'assurance crédit. D'une certaine manière, je vais regarder s'ils sont solvables ou pas. Si je vois qu'il n'y a que des grands comptes qui sont bons et très bons, on va dire ok, très bien, même créons un stock artificiel et enfin même réel d'une certaine manière et augmentons l'achat. Ou alors je vais dire. Pardon, je fais une parenthèse, mais c'est quoi un stock artificiel versus un stock réel? En fait, imaginons tu as 30 000 pièces. Je reprends l'exemple, tu as 100 000 de forecast, tu as 50 000 de commandes fermes. De clients type Nature et Découverte, Darty ou autre, Amazon notamment, qui en vendor fait du ferme aussi. Et là, je vais te dire, en fait, les 50 000 avec ces trois-là, t'es baqué, il n'y a pas de souci. On peut avoir des encours importants en termes d'assurance crédit. Peut-être autant en faire directement 70 000, parce qu'avec la marge que tu vas générer, on peut couvrir un risque potentiel d'un surstock. En fait, c'est un stock prévisionnel. Tu fais produire 70 000, tu as en commande 50 000, tu as un surstock de 20 000. C'est ça ce que j'essaie de t'expliquer. En fait, ces 20 000 là, c'est un peu ton matelas pour pouvoir faire des réassorts. Ok, j'avais, je veux pas dire de bêtises, mais c'était les mini-mondes, je crois, de mémoire, qui ont tellement vendu qu'ils ont dû arrêter, enfin, ils ont été pendant 2-3 mois sans stock, ça avait tellement bien marché au lancement. C'est ça qu'on essaie d'éviter, c'est ça. Donc les 70 000, j'ai vendu 50 sur, les 20 000 de différence, tu juges que si jamais je les vends pas, ma marge sur les 50 000 premiers permet de les couvrir, mais voilà. Qu'a priori, comme mon produit appelle, il y a une demande, je les écoulerai, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est ma marge tampon, le temps de produire les 30 000 restants sur mon forecast à 100 000. Exactement, c'est le subtil équilibre d'avoir des gens fiables en face de toi et de prendre un peu de risque pour les autres, ou alors les fiables qui recommanderaient, c'est un peu ça. Mais du coup, toi, moi j'ai pas les moyens d'acheter ces 70 000 produits, donc c'est là aussi que tu m'aides. Tout à fait. Mais c'est un risque important. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, Sodilog, c'est pour ça que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de concurrence et qu'ils sont pas assez fous pour faire la même chose que nous. Mais Sodilog, en fait, le business model est hyper vicieux parce que c'est une vraie forme de partenariat. Donc, alors, je tiens quand même à préciser, je gère pas tout seul Sodilog, hein, j'ai François, mon associé, avec moi, et François, en fait, on est revenu pour reprendre la société en 2014.
on a essayé de l'internationaliser et vraiment de se diversifier davantage. Et c'est là où effectivement quelqu'un comme Michael nous a aidé. Mais à ce moment-là, le en fait, fondateur de Shapehart. tout à fait, Michael Weiss, ouais. Et en fait, aujourd'hui, si tu veux, donc on va se mettre d'accord sur un montant d'achat. On va passer l'achat. Donc là, Sodilogue, clairement, on utilise notre trésor et nos lignes pour payer cet achat-là. On importe. Et là, un logisticien classique, on va dire, il va te faire passer dans l'ordre de priorité entre ses clients. Sauf que nous, comme c'est notre argent qu'on a investi, on va se débrouiller pour le livrer au plus vite, dans les meilleures conditions, et de respecter le cahier des charges au mieux du client final pour être payé le plus vite possible. Et donc réduire le risque, tout doucement, de l'achat qu'on a investi pour la marque. Donc d'une certaine manière, en fait, les dossiers, on les prend ou on les prend pas s'il y a un fit avec la personne qui est en face de nous. C'est très important. Si on sent qu'on peut clairement nous jouer un tour, on le fera pas. On a déjà eu des gros gadins, on les appelle comme ça, parce qu'on a été... J'allais te poser la question, ça a eu dans le passé ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs, l'histoire qui est intéressante, c'est que, voilà, je pense que je peux le dire, mais Michael Weiss, donc le cofondateur de Shapehart, on l'a connu parce qu'il travaillait sur une marque de sport sur laquelle on avait beaucoup misé, beaucoup trop. On a été beaucoup trop gourmand dans les achats, qui n'a rien donné. Et en fait, Michael travaillait dans cette marque-là. Et ça a été le dossier le plus sombre de ma vie, qui m'a donné le plus de nuits blanches. Et en fait, un jour, Michael nous a envoyé un email en disant oui, bah c'est Michael, je vous ai connu chez telle marque. J'ai un autre truc, par contre, qui est vachement plus prometteur, qui est bien plus prometteur. On pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Et c'est parti de là. Donc alors, c'est quoi un gadin du coup? C'est une marque qui a fait commander un stock et qui finalement ne l'écoule pas, c'est ça? Ouais, et puis qui a disparu. Donc qui a disparu. Donc nous on a payé le fournisseur. La marque grosso modo nous doit un montant important, et cette marque-là, est liquidée, n'a pas les moyens de te rembourser. Donc là, t'es marron, tu as acheté trop, plus que tu aurais dû lire plus les contrats qui avaient été passés avec les clients. Et on a été on a été un peu mais bon, il y avait beaucoup de malveillance de la part de la personne qui gérait la marque, et on a été on s'est fait un petit peu avoir, mais c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver à n'importe quelle marque, par contre, de sentir pousser des ailes, d'acheter beaucoup plus, d'avoir un problème qualité, d'avoir un client qui ne te paye pas. Il y a des clients aujourd'hui, des grands comptes, qui sont pas assurés, mais on travaille avec. Donc l'exemple le plus connu, c'est quand même, alors là je passe plus sur le secteur de la mode, c'est la Allo Chaussures. La Allo Chaussures, alors là a été rachetée, mais pendant de très nombreuses années, et était un compte très déficitaire qui appartenait au groupe Vivarté, et l'assurance crédit donnait 0 sur la Allo Chaussures. La Allo Chaussures a fini par planter et a emmené avec lui plusieurs fournisseurs avec des factures ouvertes qui n'ont jamais réglé. Quel enfer. Et là, tu parles de millions, de dizaines de millions. Et là, c'est pré-Covid. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, vous êtes affecté, objectivement. Alors, oui, bien sûr. Alors, on est affecté, si tu veux, nous, on a un temps de décalage parce que la marchandise qu'on livre, on fait quand même beaucoup de B2B. La marchandise qu'on livre à des grands comptes, elle est déjà en stock. Par contre, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la trésor de l'ensemble des grands comptes et petits comptes qu'on a livrés, parce que ces gens-là avaient un peu de réserve, et le confinement premier du nom, on va dire, à manger ces réserves-là. Et aujourd'hui, il y a quand même une catégorie de produits où novembre et décembre représentent facile 40% du chiffre d'affaires annuel. Donc là, aujourd'hui, on se parle, on est mi-novembre, on pense que ça va être en l'état au moins jusqu'à début décembre, mais si par malheur le retail n'ouvrait pas en décembre, ça va être cataclysmique, parce que beaucoup de comptes n'auront plus les moyens d'être couverts par une assurance crédit et n'auront plus les moyens de prépayer une marchandise dans le cas d'une couverture mauvaise. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils ne pourront plus te payer, ou il y aura des risques de défaillance. Et là, le choix qu'on va avoir avec nos marques, c'est de dire, est-ce qu'on le sent ou pas, est-ce qu'on pense qu'on se fera payer ou pas, et est-ce qu'on prend le risque ou pas. Ok, hyper intéressant. Du coup, les victimes d'une situation, de cette situation potentielle, c'est à la fois vous, parce que tu as du stock sur les bras, et la marque derrière qui ne distribue plus, du coup. Tout à fait, ouais. Mais tu es presque plus à risque toi que la marque, au final. Oui, parce que la marque, si elle vient nous voir aussi, c'est qu'elle n'a pas forcément les moyens d'assurer cette croissance. Donc bien sûr, je suis à risque. Et c'est intéressant parce que sur les écueils, les obstacles à éviter en mode scale-up,
je pense que c'est un point où on peut en parler. C'est un peu le côté intouchable. Qu'on peut voir chez des marques qui fonctionnent bien. Je parle pas que, enfin là c'est toute catégorie de produits confondus. Mais quand tu as un bon produit, c'est vrai que le client final, le client donc B2B, va te payer en priorité. Si je prends l'exemple de la mode, un magasin va toujours payer ses factures Nike et Adidas parce qu'il peut pas se permettre de pas en avoir dans ses produits, sinon les adolescents ne viendront plus dans la boutique. Grosso modo, c'est un schéma, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils payent en premier Nike. Oui, parce que c'est le produit de niche. Les gens viennent dans le magasin pour Nike et Adidas, bien sûr. Ça, c'est connu dans tous les magasins de retail. Alors, si je veux en tirer un apprentissage, quand tu lances un produit, tu n'es pas encore Nike ou Adidas. Non, bien sûr, tu te fais payer en dernier. Quel est ton levier ? Avoir un produit exceptionnel qui sort de la meute. Ça, c'est... Non, alors, bien entendu, la première des choses, c'est d'aller dans un compte où tu as la certitude de te faire payer, premièrement. Mais c'est de faire attention et de prendre en considération que tout le monde n'est pas couvert, tout le monde n'est pas solide financièrement et capable de te payer. C'est-à-dire que même si tu as un bon produit, tu peux, je suis désolé de l'expression, mais tu peux te faire planter. Et ça, quand quand les marques ont un produit qui cartonne, ils l'oublient. Ils oublient en fait qu'en cas de mauvaise conjoncture, si le client n'a pas les moyens de te payer et que lui-même doit fermer boutique, il te paiera pas. Et ça, j'ai du mal à le faire comprendre. C'est-à-dire que on peut voir des marques qui ont des envolées dans les chiffres, tout le monde prend le produit, et puis moi je viens derrière en disant attention, celui-ci est franchement à risque. Moi j'ai un impayé sur une autre marque et c'est non c'est bon, t'inquiète pas, je le connais, ça j'entends tout le temps. Mais sauf que il peut arriver des fois où il paye pas. Et quand tu payes pas sur une commande à 6 chiffres, c'est conséquent et tu peux planter ta marge de l'ensemble de l'exercice. Ok. J'ai donc un rôle. Enfin, François et moi avons un rôle. De conseil oui, et presque de gendarme des fois. Ça nous a souvent été reproché qu'on n'était pas, qu'on ralentissait le business, qu'on était trop rigoureux. Trop alsacien, on va dire, parce qu'on est basé à Colmar, donc trop. Alors on ne l'a pas dit, mais moi je suis très chauvin et ma famille est originaire de Colmar. Sodilog est basé à Colmar, on ne se connaissait pas avant, il n'y a pas de lien. Mais ok. Et donc notre métier est de rappeler à l'ordre les risques du business et du métier. Et ça arrive régulièrement. Et actuellement, il y a beaucoup de liquidités sur le marché du fait du PGE que tout le monde a fait. Donc on a peu d'encours clients, c'est-à-dire que les gens payent leurs factures. Par contre, j'ai un peu peur d'ici quelques mois ou quand il va falloir commencer à rembourser ces PGE. Là, ça va être inquiétant. Je reviens encore sur le modèle et puis on passera sur les sujets suivants après. Mais donc je viens de créer un produit textile ou un produit technologique qui marche. J'ai commencé à trouver une distribution. J'ai pas les fonds pour faire acheter du stock, faire de la production qui va me permettre d'accélérer. Je viens voir Sodilog. On définit ensemble éventuellement un cahier des charges. Je vous présente à mes fournisseurs ou alors vous pouvez m'en présenter, c'est ça ? Je vais pas t'en présenter, c'est pas mon métier. D'accord. Quand tu viens me voir, tu as déjà identifié ton usine. Donc j'ai déjà mon circuit. Okay. Ouais, tout à fait. Tu vérifies si je suis, si mes distributions, mon produit, enfin tu valides en fait tes clients. Si c'est le cas, tu vas acheter pour moi le stock, m'aider à le distribuer dans la grande distribution. Oui. Alors c'est toi qui vas les grands comptes. Ouais, mais pardon, excuse-moi, mais c'est toi qui va prendre les commandes. C'est toi qui va sur le terrain. Moi, je choisis pas le compte à qui tu vas vendre. Moi, je vais juste te dire. Si j'ai besoin de vendre chez Nature et Découverte, tu vas me donner le contact. Enfin, tu vas m'aider à les rencontrer, c'est ça ? Si je l'ai, oui. Cet exemple, hein, mais bien sûr, ouais, c'est un bon exemple. Si je l'ai, oui. Et le hasard fait que, tiens, Sodilog est déjà référencé chez Nature et Découverte, donc oui, ce sera beaucoup plus facile puisqu'il y a déjà un courant d'affaires existant sur plusieurs marques. Donc tout à fait, ouais, tout à fait. Mais si tu l'as pas, c'est à moi de me bouger les fesses pour le faire. Donc je trouve l'acheteur, je trouve le producteur, et une fois que j'ai tout ça, je te mets au milieu et c'est toi qui vas m'avancer les fonds en fait au final, c'est ça ? Alors pas à toi, mais c'est moi qui vais payer le tiers, donc l'usine. Ok. Ensuite, j'ai un site internet sur lequel je distribue mon produit. Donc il y a un jour où j'ai des commandes qui tombent depuis mon site ou depuis le distributeur que j'ai trouvé. Ces commandes arrivent chez toi. Tout à fait. Elles arrivent chez moi. Ouais. C'est toi qui livres. C'est ça.
Donc soit le grand, c'est toi qui factures, et ensuite tu me reverses les fonds, j'imagine. La marge du dossier où je vais soustraire, si tu veux, les achats et ma presta et des coûts d'exploitation que tu connais à l'avance, bien sûr. Mais du coup, en D2C, en direct to consumer, si je vends sur mon site, c'est aussi toi qui fais les envois ? C'est moi qui fais les envois, tout à fait. Ouais, c'est moi qui fais les envois. C'est aussi un métier à part entière. Ah oui, tout à fait. Non, mais alors ça c'est un peu la problématique, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup finance, mais on parle pas du tout de la logistique. Sodilog aujourd'hui, on est capable de livrer l'indépendant partout dans le monde, le petit commerçant de province et le très grand compte du web ou grande distri très difficile à livrer. Donc ça, par contre, on est hyper flexible et je pense que toutes les marques qui travaillent avec nous pourront le confirmer. On essaie vraiment de faire des livraisons de qualité et de s'adapter au cahier des charges du client. Parce qu'encore une fois, si nous on livre mal, il va pas nous payer et nous on va être à risque directement. Ça, c'est le point qui est critique en fait. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit, ça a un coût. Tu peux nous donner des ordres de grandeur ? Alors, on fonctionne à la commission, donc ça c'est un point hyper important, notamment avoir des charges variables en ces temps, c'est quelque chose de très important. Et du coup, on va prendre une commission à l'achat, une commission à la vente. C'est de l'ordre, grosso modo, de une bonne dizaine de pourcents pour l'ensemble de la prestation, un peu plus. Tout dépend après du chiffre d'affaires. Tout dépend de la taille du dossier, tout dépend de la complexité. On essaie de démarrer avec des clients, on essaie de prendre des clients qui ont déjà 500 000 à peu près de facturation sur l'année, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, on dit ça, mais on fait tout le temps des exceptions parce que dès qu'on a des gens en face de nous où il y a un vrai fit et on sent vraiment que les gens sont bons dans leur truc, bons dans leurs produits, en fait, c'est comme si on investissait dans le produit d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on met nos billes dans l'histoire et on essaie de les accompagner. Ok, compris. Si jamais je passais pas par Sodilog qui pouvait m'ouvrir les portes de la grande distribution ou de la distribution, quel conseil tu donnes à une startup qui veut se lancer ? Alors, on a parlé en intro de OPI. Oui. OPPI, c'est intéressant parce que moi, je les avais vus. J'avais vu le fondateur j'adore le salon, la foire de Paris, pardon, ouais. Comment il s'appelle, le salon Lépine. Ouais, ils avaient gagné le concours Lépine à plusieurs reprises, même d'ailleurs, je crois. Je trouve ça génial et j'en avais acheté à l'époque. OPI, c'est des jeux pour enfants avec en gros des planches de bois et des petits cônes en caoutchouc et il faut faire des figures ou des empilements. C'est assez ludique, très fun. Une boîte comme ça qui se lance demain, comment est-ce qu'elle peut faire pour aller toucher à la grande distrib ? Alors, elle nous a appelé, donc on a dealé très rapidement avec Ansel et Bastien, qui sont les deux cofondateurs, les deux frères. Donc nous, on a réussi effectivement, ils sont dans beaucoup de grands comptes aujourd'hui, grâce à notre référencement. Maintenant, pour revenir à ta question, et dans le cas de figure où la société, la start-up ne souhaite pas venir chez Sodilog ou n'a pas entendu parler de nous et veut y aller coûte que coûte par elle-même. Il faut faire les 500 premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires avant de venir. Ouais, mais Bastien et Ansel, ils avaient fait presque zéro et on leur a sauté dessus, si tu veux. Enfin, on s'est tout de suite bien entendu et donc on a décidé de faire. Donc, je dis ça parce que effectivement, on a envie de prendre des choses qui fonctionnent un petit peu déjà. En fait, si tu veux, ce que je vais éviter, c'est la société qui démarre en année 1. Parce que souvent, et tu peux en parler à tous ceux de la French Tech, le produit de l'année 1 ou le concept de l'année 1, il n'a plus rien à voir en année 2. Il y a des erreurs de packaging, il y a des erreurs de présentation produit, des erreurs de positionnement prix, etc. Donc souvent, c'est l'année 2 où c'est corrigé et l'année 3 où ça confirme. Mais celui qui aujourd'hui a son truc et veut faire par lui-même sur la grande distrib, effectivement, ça va être difficile. La pêche au contact, je miserais sur des salons. Il y a des salons qui sont très bien. L'exemple que tu as donné sur la foire de Paris, alors c'est un salon très consommateur, donc je sais pas si c'est forcément le bon, mais il y a des salons qui sont impressionnants, tel celui de Nuremberg, le salon du jouet. Dans la mode, alors le Who's Next, c'est un peu vieillissant, ça c'est le salon français qui est 2 fois par an, mais tu as le Petit Humo. Pour revenir à ce que tu as dit c'est très grande conso. En fait, le conseil, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut aller sur des salons B2B où il y a des distributeurs qui viennent, c'est ça ? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, alors
à cette période, c'est difficile. Les salons sont de plus en plus virtuels. Il y a des outils d'exposition qui, par exemple, comme Jour, qui sont des prises de commande, ou New Order, qui permettent de diffuser un max sur des magasins et des grands comptes. Donc ça peut te faire de la pub aussi comme ça. Mais bon, je pense que le culot et le salon restent encore en numéro un, on va dire la première approche. Maintenant, pour en revenir au cas de figure dont on disait, la marque, la start-up qui veut rentrer et qui a déjà des bonnes bases et qui veut impérativement rentrer dans un grand compte, on va l'aider aussi, on va essayer et on essaiera de travailler ensemble. On l'a déjà fait, on essaie de donner des contacts dès qu'on les a, on essaie d'être assez dispo et open avec François pour pouvoir faciliter le business de n'importe qui. C'est intéressant, ça me permet de rebondir sur un point qui est, il y a pas mal de marques qui essayent de commencer par le B2C, alors que dans la grande distrib, j'ai toujours tout de suite alors avec beaucoup plus de négo et certainement en me faisant saigner un peu plus, mais des bons de commande beaucoup plus importants, non, qui permettent de financer la croissance. Ah oui. Tout à fait, c'est un très bon point ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent en fait les marques se testent un peu sur le B2C, c'est bien, hein, c'est là où on voit finalement ça, si ça marche. Par contre, B2C ça veut dire ton propre site web, il faut pas se voiler la face, je veux dire, le web fonctionne si tu as de la com derrière, donc ça demande quand même des moyens qui sont importants. Clairement, aujourd'hui, moi, le ratio idéal que je recommande, et de ce qu'on voit avec les marques avec lesquelles on travaille, c'est d'avoir un ratio 80% B2B, donc vers des clients pros que tu vas facturer, des entreprises, des magasins, des grands comptes et autres, et 20% sur ton site web. C'est-à-dire avoir ce ratio-là, c'est très bien, c'est très bien. On travaille avec. Tu as dit 80-20. Oui. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est lors des premières années, lors pour l'accélération, c'est ça? Je pense que tu peux fonctionner longtemps comme ça. Ouais, okay. Tu peux fonctionner comme ça. Le B2B te donne vraiment de la visibilité. Tu sais que ta marge, ta production va être payée, que ta marge, des fois, est faite sur le B2C, alors que tu assures tes arrières avec le B2B. Quand tu as une commande de 30 000 pièces on reprend l'exemple d'avant, quand tu as 30 000 pièces d'un seul compte sur 100 000 à l'année, cette commande-là, elle va te donner l'assurance de plein de risques que tu pourras prendre, en fait, et notamment faire fabriquer avec un petit peu plus de quantité. Mais du coup, en termes de coef et de marge, les 20% c'est là-dessus que je vais faire mon. On disait souvent à l'époque, tu sais, moi j'ai bossé chez Air France dans une vie antérieure. Oui. On disait que l'éco permettait de payer l'avion et la marge se faisait sur la business et la première. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut dire la même chose sur le B2C, B2B ? Non, je pense pas. Je pense que si bien calibré et que tu arrives à avoir des bonnes marges, tu fais déjà de la marge sur le B2B. Peut-être tu vas faire plus de beurre sur le B2C. Le B2C le B2C en fait est quand même nécessaire pour ouvrir certains distributeurs, notamment à l'étranger. Ça montre, en fait, c'est une présence. Le B2C, c'est une vitrine aussi pour ta marque. Donc, il doit être soigné, ton site doit être soigné, et tu dois montrer que tu es capable de dépoter des quantités si tu fais des promos ou alors s'il y a des événements spécifiques. De là à dire que le B2C, tu fais toute ta marge dessus, je suis pas certain, parce que sur le B2C aujourd'hui, tu as des coûts qui sont difficilement compressibles. Les frais d'envoi. Le client, de toute façon, aujourd'hui, en 2020, il paye quasiment plus de frais d'envoi. Les retours, qui sont très importants, que tu n'as pas généralement en B2B. Et après, l'animation du site, comme je le disais. Donc je pense que tu peux faire un peu plus de marge en B2C, mais c'est pas une garantie non plus. Et ton business model, en termes de répartition 80-20, je pense que c'est bien en termes de risque. En termes de marge, c'est pas forcément sur le B2C que tu vas vraiment te sucrer. Je pense pas. Non. Ok. Par contre, en tout cas, ton insight et ton conseil, c'est de rapidement attaquer le B2B, ne pas croire que le B2C va permettre de me développer. Tout à fait. Le retail est encore, alors même si là il souffre en ce moment, ça on le conçoit, mais clairement il te permet des volumes que tu n'atteindrais jamais en B2C seul. C'est pas dès les premières années, je ne pense pas. Et après, sur le B2B, il y a des choses il faut faire attention aussi. Mais attends, juste oui. tu classes dans le B2B et le retail aussi les plateformes en ligne. Tout à fait. Ouais, typiquement, l'achat se reporte sur Nature et Découverte en ligne. Alors, je le cite encore une fois, pardon, je suis désolé. Oui. Je devrais en citer d'autres, mais mais tu le mets dans le retail, c'est ça ? Tout à fait. Zalando, pour moi, est dans le retail. C'est un compte B2B pour moi qui vend à des clients lambda en ligne. Après, le canal de vente, d'une certaine manière, je m'en fiche. La finalité, pour moi, B2C, c'est tout ce qui est factuel. Tu touches le consommateur final directement. Ça, c'est le B2C pour moi. Le B2B, il y a un intermédiaire. Et sur le B2B, donc effectivement, tu as du volume, tu as de l'exposition,
pour une marque, être aux Galeries Lafayette, par exemple, ça c'est hyper important dans la mode, peut-être dans la déco aussi, pour faire des salons étrangers. C'est vraiment checker ce point-là. Tu as Et utilisé un terme tout à l'heure, tu as dit les distributeurs vitrines. C'est un peu ça en fait. tout à fait. D'aller au Galaf, comme on dit, je crois, au Galeries Ouais. Lafayette, c'est non seulement assurer un chiffre d'affaires en B2B, mais aussi pouvoir dire aux autres, c'est un tampon en fait. Tout à fait, c'est un tampon. Mais alors, ce qu'il faut faire attention, les Galeries Lafayette, par exemple, sont très friandes du dépôt-vente. Donc le dépôt-vente, pour expliquer ce que c'est grosso modo, toi, en tant que marque, tu envoies tes produits dans le magasin, tu le factures pas, tu gardes la propriété des produits, et en fin de mois, le magasin ou l'enseigne te dit merci de me facturer telle ou telle pièce que j'ai vendue. Donc tu envoies 100 pièces par exemple, et puis le premier mois il va te dire j'en ai vendu 20, le mois suivant j'en ai vendu 10, le mois suivant j'en ai vendu 10, etc. Et puis à la fin, ça traîne, vous pouvez venir récupérer les 60. Et en fait tu récupères les 60, il n'y en a pas 60, il y en a 50, parce qu'il y en a 10 qui ont disparu. Tu te reprends des frais de transport sur le retour, et en gros tu as fait ton OP mais tu as vendu que 30 ou 40% de ton stock. Ça a un coût de vendre aux Galeries Lafayette, quoi. Exactement. Okay. Alors, j'adore les Galeries Lafayette parce que c'est un très bon client chez nous. Donc, je fais attention à ce que je dis. C'est une très belle enseigne, mais il faut faire très attention avant d'aller dans un compte comme celui-ci. Ce n'est pas sur les Galeries Lafayette que tu feras vraiment. Tu pourras te développer. Tu feras de la vitrine, comme j'ai dit, enfin, et comme tu as dit. Mais je ne pense pas que c'est là-dessus que tu pourras vraiment assurer tes arrières. En fait, j'achète du marketing pour mon produit quand je vais chez un distributeur qui est très en vue, qui fait du dépôt-vente et pas de l'achat, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et le dépôt-vente, c'est la tendance, c'est ce que je vois venir aussi, et ça commence un petit peu à m'inquiéter. Parce que c'est en gros, la marque porte le risque. Aujourd'hui, en fait, l'inverse du dépôt-vente, c'est quoi? C'est le magasin achète, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les soldes, il liquide, et il assume, grosso modo, la perte ou la décote qu'il va devoir appliqué sur le prix du produit. Dans le dépôt-vente, il n'y a pas ça, c'est toi qui supportes tout. Il est invendu, mais il revient pour toi et c'est toi qui récupère. Et en plus, il y a de la perte au milieu et administrativement, c'est une horreur à gérer. Très intéressant, très intéressant. Donc, ne pas oublier le B2B quand on lance un produit ou quand un produit commence à marcher, ça permet d'assurer du volume. Et si on arrive à aller séduire des distributeurs vitrines, comme tu les as appelés, mais j'aime bien l'idée, on en a parlé dans le passé avec Nathalie Mallet qui fait une petite marque de mode qui s'appelle Lily & Co de bijoux, qui me disait qu'elle distribue chez des concept stores très en vue, ça lui permet d'aller en signer d'autres. Donc, privilégier le B2B très rapidement et bien choisir ses distributeurs. Faire attention au modèle dépôt-vente versus au modèle achat de stock en amont, mais ensuite c'est un calcul de risque. C'est ce que je préfère, prendre le risque d'un stock de pièces qui vont disparaître ou vont me revenir, mais être présent aux Galeries Lafayette pour les séduire d'autres distributeurs, c'est à moi, marque, de faire ce choix, mais je comprends la mise en garde. Sur la partie amont, du coup, qui est l'import et la gestion administrative, taxes, douanes, transport, est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, ce qu'on voit beaucoup, il y a eu du changement effectivement dans nos clients, et le fait qu'on soit tellement diversifié sur les dernières années, on voit que beaucoup de sociétés utilisent en fait des bureaux d'études. Donc là, je parle des produits qui sont un peu dans la tech, utilisent des bureaux d'études français qui sont implantés en Chine, et du coup ça améliore vraiment l'ensemble de la chaîne, parce que voilà, la prod est suivie de près, le produit est designé de manière cohérente et professionnelle. Donc c'est une tendance que je trouve qui est juste et saine. Par contre, il y a quand même des choses à pas oublier sur du commerce international. Alors c'est pas toujours les parties qui excitent le plus, moi j'adore ça, mais le commerce international, c'est quand même du commerce entre différents pays avec des risques géopolitiques, des notions de douane, de transport, de coûts de transport qui peuvent vraiment réduire, voire tuer ta marge sur une opération mal calibrée. Donc la première chose à faire, c'est identifier ton produit au niveau de la douane. Donc ça s'appelle tous les produits du monde ont une nomenclature douanière. C'est un code à 8 chiffres ou 10 chiffres, je crois que c'est passé sur 8 chiffres, qui en fait va dire voilà, c'est peut-être l'ordinateur que tu as en face de toi, c'est un produit, je sais pas, tel code à 8 chiffres, ainsi de suite. Et ce qui va donner l'origine de la fabrication. L'origine, c'est quoi? C'est là où il y a eu 2 transformations majeures sur le produit fini. Donc, là où ton produit a été fabriqué, c'est l'origine, donc le pays, plus la nomenclature. La douane, au niveau de l'Union européenne, va définir un niveau de droit de douane à l'import du produit dans l'Union européenne.
Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de produits fabriqués en Asie. Alors certains en reviennent, hein. Peut-être on pourra parler de l'Uni, mais beaucoup de produits sont fabriqués en Asie et en Chine. Et là, on a véritablement, on doit être certain de la nomenclature et du taux de droits de douane que l'on va devoir acquitter lors de l'entrée au sein de l'Union européenne. Je te donne un exemple. La chaussure, par exemple, une chaussure synthétique, je crois que c'est 17,6% de droits de douane. Sur Pardon. la 17,6%. Ouais. Ok. Sur la valeur du prix à l'entrée dans l'Union européenne. Donc tu inclus le transport dedans, tu inclus l'assurance. 17,6%, c'est coton. Enfin c'est coton, c'est costaud. Si par exemple tu fais fabriquer des vêtements au Bangladesh, le droit de douane il est de 0. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord préférentiel entre le Bangladesh et l'Union européenne, parce que le Bangladesh est un pays en développement et que l'industrie textile aide grandement l'économie du pays. Donc, ton premier exemple, c'était c'était la Chine, j'étais sur les synthétiques. Oui, la Chine. Ouais. Chine versus Bangladesh, ok. Chine, alors bon, je comparais de la chaussure et du textile, mais du textile, je crois que ça va être du 12 par exemple, sur la Chine, ou du 8 selon les produits, et ce sera 0 au Bangladesh. Vietnam, par exemple, le Vietnam est à 0% avec l'Union européenne sur une certaine catégorie de produits. Donc, au sein de l'Asie, tu as aujourd'hui de quoi faire, et ça, c'est quelque chose d'assez stratégique, je pense, au moment de ton sourcing. Peut-être pas la première année, mais du moins la deuxième, c'est voir effectivement où tu vas faire ton produit. Mais 20% versus 0, c'est ta marge en fait. Enfin, ça peut être le make or break de ton. Okay. Exactement. Et ça, c'est un point qui, quand tu as la tête dans le guidon et que tu crées ton produit, ben, tu t'y penses pas. Nous, on voit souvent des gens qui arrivent chez nous qui ont pas du tout pensé à consolider sur. Exactement. Le transport, gros sujet. Donc, faut savoir que l'aérien peut coûter jusqu'à 10, 15, 20 fois plus cher que le maritime. Pourquoi on fait de l'aérien? Quand on n'a pas le choix, et quand le fournisseur a pris du retard, et que le client est à deux doigts, le grand compte qui t'a passé ces fameuses 30 000 pièces de l'exemple d'avant, et à deux doigts d'annuler sa commande si tu ne livres pas à la date qui était convenue. Donc tu fais de l'aérien, et là tu peux littéralement détruire ton PNL et enlever toute la marge nécessaire. Exactement. Mais par contre, tu vas quand même vouloir livrer le client, donc tu vas le faire. Et ça, je peux te dire qu'en ce moment, l'aérien, avant Noël, c'est une folie. Cette année, c'est hallucinant. Il y a un manque en plus d'avions avec passagers, donc il n'y a que du cargo quasiment qui tourne. Les prix ont explosé apparemment avec Sony qui a tout chargé en PlayStation. Enfin bref, c'est marrant parce que le passager, l'aérien passager, lui, n'existe plus. Bah justement, en ce moment, je suis étonné que les prix augmentent alors qu'il y a pourtant plus d'avions potentiels qui peuvent faire le. Ah non, mais le passager arrive à emmener énormément de marchandises en fait. Mais justement, comme il y a moins de. Bah tu as moins d'offres et tu as plus de demandes. Pardon, excuse-moi, oui. On n'a pas forcément transformé des avions passagers, on les fait pas voler sans passagers. En fait. Non, les laisse au sol, je pense que c'est le... Donc du coup, tu as moins d'avions cargo qui circulent et tu as une envolée. En temps normal, tu es sur du 2 USD du kilo à peu près. Là, on est à 10 à peu près en ce moment. Donc 1x5 sur les tarifs, c'est fou. Ouais, je posais la question parce qu'il est assez simple de transformer il est possible de transformer un avion passager en avion cargo. Donc j'aurais imaginé qu'avec la baisse du volume de vols passagers et l'envolée des prix, en tout cas l'augmentation des prix, il aurait pu être intéressant pour des compagnies aériennes de transformer la destination d'avion passager en avion cargo, mais c'est pas forcément le cas, et du coup c'est pour ça que les prix explosent. C'est ce que tu dis. Exactement, il y en a certainement eu, mais on le ressent pas aujourd'hui dans les prix. C'est très bien géré là-dessus. Donc voilà, donc le transport, bon ça c'est du prévisionnel d'une certaine manière, et après il y a les moyens de paiement. Et alors là, vers ton fournisseur, nous par exemple Sodilog, on travaille beaucoup par lettre de crédit. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est, je sais pas si tu voulais rentrer dans le détail. Bon. C'est comme si j'avais 5 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, alors ma fille a 5 ans. Je ne sais pas si je peux me permettre quand même d'aller à ce niveau-là. Mais par exemple, la lettre de crédit, ça va être un moyen de paiement, donc pas de Sodilog vers l'usine, mais de la banque de Sodilog vers la banque de l'usine. Et on va dire, en fait, on va lister un ensemble de documents et de conditions qui vont être nécessaires pour que le paiement ait lieu. Donc je veux dire, moi Sodilog, ma banque paiera la banque du fournisseur, imaginons un fournisseur chinois par exemple, si il y a
tant et tant de factures signées et validées, si la marchandise a été expédiée avant telle date, si elle est à tel prix, s'il y a tel certificat de conformité et certificat d'origine qui sont fournis, et ainsi de suite. Et quand le fournisseur a rempli ces critères-là et donne ces documents à sa banque va renvoyer les documents à ma banque et ma banque va être dans l'obligation de le payer si tout est conforme. Donc c'est un engagement de banque à banque, d'une banque occidentale. Ok, c'est de l'assurance, c'est du hedging de risque. C'est, si tu veux, le paiement le plus sûr du monde. Pour l'acheteur, il y a pas plus sûr. Un fournisseur asiatique qui aujourd'hui a une lettre de crédit qui vient d'une banque forte comme le Crédit Agricole par exemple, ça vaut de l'or. C'est quelque chose, c'est un engagement de paiement d'une banque vers l'autre. C'est-à-dire que dans les faits, si Sodilog demain, nous, on brûle et on disparaît, s'il présente ses documents, il est sûr d'être payé. Voilà. Okay. C'est quelque chose de très fort, très cher, mais très fort. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette lettre de crédit m'évite normalement de faire des acomptes à des fournisseurs, parce que ça c'est la grosse tendance. Les fournisseurs dans les objets connectés notamment peuvent demander des paiements d'avance, 30, 40% ou 20%, pour lancer la prod, pour prendre les matières, etc. Je garantis que faire un acompte à une société en Asie ou en Chine que tu n'as vu qu'une fois ou deux, ou que tu as fait des Skype ou des Zoom parce que tu n'as plus le temps d'y aller ou tu peux plus y aller, c'est un risque total. Il peut très bien disparaître du jour au lendemain avec ton acompte et ne plus jamais rien faire. Ça a déjà arrivé, ça nous est pas arrivé à nous, mais des cas qu'on connaît ont vécu malheureusement cette situation. Donc le moyen de paiement, éviter l'acompte au fournisseur, privilégier des moyens de paiement sûrs, type lettre de crédit par exemple, ou crédit documentaire. C'est ce que je recommande fortement. Se renseigner au maximum sur les taxes douanières et bien étiqueter un peu c'est auprès des douanes son produit, ouais. Parce que ça peut passer de 0 à, tu donnais l'exemple de la Chine sur le textile à 17%, ouais. 17,5%, c'est ça. Donc en gros, ça peut être une marge. Donc premier point, à l'international, bien se renseigner sur les taxes de douane. Faire attention au transport. En plus, avec des prix, tu l'as dit, qui peuvent faire du x10, voire plus, entre l'aérien et le transport maritime. Et enfin, les conditions de paiement. Exactement. 3 conseils pour le commerce international quand je vais faire gérer ma production. Quand l'Uni a fait une énorme annonce il y a quelques mois maintenant, mais qui rapatriait leur production en Europe ou en France, je ne veux pas dire de bêtises. En France, hein. Il y a un coût énorme, j'imagine, qui est lié à ça, mais au moins il y a le Made in France qui a beaucoup de valeur. Pardon, t'allais rebondir? Alors, je vais pas, je vais rentrer dans les détails. Je vais rien dévoiler mais je peux dire quand même que dès que j'ai rencontré Maël et Igor, donc les deux cofondateurs, et Eric et Thomas, ça a été d'entrée, je crois, dès le premier meeting, ils m'ont dit, nous, si on peut relocaliser au moins en Europe, on le fera, même si c'est au détriment de la marge. Et ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Et je m'étais dit, bon courage les cocos, parce que je pense que vous allez, vous risquez d'avoir la réalité face à vous. Et ils y sont arrivés. Mais c'est dû énormément de travail. Et on a travaillé avec eux. On a même mis en place des flux de camions au gaz depuis le fournisseur français jusqu'à chez nous pour vraiment baisser le carbone footprint. Enfin, on a vraiment joué le jeu jusqu'au bout et pour les accompagner parce qu'on a trouvé ça top comme démarche, mais ils l'avaient formidable. Ils l'avaient mis dès le début. Dès le début, ils ont dit c'est l'objectif. Et je donnerais même d'ailleurs ce conseil à quelqu'un qui n'a pas le choix au début. Il explique même, je crois que Maël l'avait expliqué dans ton podcast, il ne pouvait pas fabriquer en France. Le produit aurait été vendu, je pense, 3 fois plus cher à l'époque parce qu'ils n'avaient pas les volumes non plus. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient avec une fabrication en Asie parce qu'il n'a pas le choix, déjà je pense qu'il devrait avoir dans sa tête l'objectif de pouvoir le faire ici. Et ça va devenir, à mon avis, à la mode et un vrai argument commercial. Et tant mieux. Un dernier point que je voudrais aborder avant de conclure cet entretien. Alors, on passe du coq à l'âne, mais on en a parlé en préparation. C'est les coefficients de marge. Toi, tu dois avoir, j'imagine, pas mal de conseils, en tout cas d'insight sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est un coefficient de marge? Et peut-être qu'en préambule, d'ailleurs, tu devrais me dire, sur les 60 marques que vous représentez, il y a du textile, il y a de l'objet connecté technologique type French Tech, on en a parlé, Morphe, Luni, Shapeart, entre autres. Ouais. Il y a d'autres types de produits?
Il y a du cosmétique, 71% notamment, une marque de solaire. On a du textile spécialisé, on a de la chaussure spécialisée, on a des casseroles, il y a des accessoires, une marque qui est très sympa qui s'appelle United by Blue, des marques écolo, des accessoires de camping. J'ai été sondé pour des et je vous jure que c'est vrai. Enfin, je te jure que c'est vrai. J'ai été sondé pour des machines à coudre. Ça, c'est donc des fois, on a un peu de tout. On essaie d'accentuer cette coudre. Okay. Et ben, figure-toi, qui apparemment plus 30% en 2020 de machines à coudre. Apparemment, tout le monde s'est mis à fabriquer. Mais ça, dans l'air du temps, à la rigueur, je peux le comprendre. Tu vois, ouais, voilà. Homemade, do it yourself et. Exactement. Non, le seul truc, tout à fait. Et puis tu avais les masques aussi que tout le monde a voulu faire, mais le seul truc avec François qu'on veut pas toucher, et ça c'est quelque chose que Patrick, mon père, nous a toujours dit, faire attention à l'alimentaire par exemple. Ça c'est un sujet où on essaie vraiment on pense qu'il y a trop de contraintes à gérer. L'exemple que je te donnais avant sur la douane, nous on essaie de le donner aux marques avec lesquelles on travaille. Je suis incapable d'avoir une expertise sur de l'alimentaire. Je pense que c'est beaucoup trop difficile. Mais oui, pour en venir à... Donc c'est relativement large. C'est quoi un coefficient de marge ? Alors un coefficient de marge, c'est en fait le coefficient que le distributeur va appliquer pour se payer. Donc distributeur ou grand compte B2B, enfin ton client, on va dire, avec un magasin. Je te donne un exemple. Tu vends un produit 50 €, prix wholesale, donc là ça va être 50 € hors taxe. Le prix de vente TTC va être de 100 €, enfin 99,99, mais 100 €, TTC, tu vas faire 100 divisé par 50, tu vas avoir un coef de 2. Ça, c'est l'approche. Donc tu dis coef de 2 ou markup de 2 pour le retailer. D'accord, mais le retailer, c'est quoi ? C'est une guideline pour lui ? Il me l'impose ? C'est ça. Il va te dire, sur le marché, nous, quand on rend des nouveaux produits, ou cette catégorie de produits, la tendance, c'est tel coef. En gros, il va dire, moi, pour ce type de produit, je travaille pas un coef qui est en dessous de 2 ou de 5, par exemple, en fonction. Et plus tu vas monter sur des catégories de produits et des positionnements, plus généralement, tes coefs vont monter. En fait, tu as moins de quantité, et logiquement, les coefs sont plus forts. Sur le luxe, je crois que ça va jusqu'à 5. Alors, je suis pas du tout un expert là-dessus, mais ce qu'on voit néanmoins, c'est dans la mode aujourd'hui, les coefs étaient souvent à 2,5, c'est descendu à 2,2, mais par contre 2,2 c'est devenu un 2,2 pardon, c'est devenu un niveau où quasiment il est impossible de rentrer dans une enseigne aujourd'hui avec un coef inférieur. Le retailer dans va le dire textile. Dans le textile, ouais, particulièrement. Ok. Ouais. Donc si je juge que mon produit doit être vendu alors de 120, ça fera pas de 2, c'est plutôt 110 d'ailleurs. Moi, il faut que je lui vende au distributeur à 50. Ouais, c'est ça. Parce que mon calcul était bon, je sais pas, mais peu importe, on m'a compris. Du coup, c'est une guideline pour le distributeur qui va me dire, baissez votre prix pour que j'arrive à faire ce coef parce que votre produit, il vaut 110 sur le marché. Mais moi, j'ai quoi comme levier en tant que marque ? Soit de baisser mes prix, soit de lui dire de vendre plus cher ? C'est ça, malheureusement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le principe du coef, c'est de le définir à la conception du produit. Si tu en es capable, bien sûr. Mais c'est de déjà l'intégrer quand tu fabriques ton produit et quand tu définis le prix de sortie usine. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et pas après le découvrir après. De découvrir qu'en fait, tu es complètement dans les clous et que tu peux pas appliquer le coef du retailer qui est demandé. C'est hyper riche ce que tu viens de me dire. Donc, moi, quand je conçois mon produit, il faut que je me dise, je suis un produit textile. Si je veux le distribuer en grande distribution, le coef marché actuel, il est de 2. C'est ça ? Donc, ça va me donner un objectif cible de sortie d'usine. C'est ça. En fait, souvent, ce qu'on recommande, ce qu'on voit, parce qu'on voit quand même passer pas mal de marques, et souvent avec des produits en embryon et des choses vraiment au démarrage de l'aventure. Et en fait, tu peux avoir deux approches. Tu peux avoir une approche de coût. Dans ce cas-là, tu fais peu de business, ou alors tu as une approche de marché. Une approche de marché, c'est que tu te bases sur le prix de vente marché et tu le décomposes en fait pour donner le coef le plus fort possible à ton retailer. Si tu donnes un coef qui est fort à ton retailer, logiquement ton retailer te mettra en avant bien plus que les autres produits. Ça, c'est très important. Et il permet de faire de la marge, forcément, il met plus en avant. Évidemment. Ok. Évidemment. Il y avait. Alors, je sais pas, Laurent, je me permets, mais il y avait un sujet que je voulais aborder, peut-être même avant de finir, sur un point qui est important en fait, notamment dans les startups qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, c'est de rester maître à bord, de bien piloter son navire et en fait de faire attention notamment
on va dire, à la levée de fonds, à l'arrivée de nouveaux arrivants, de nouvelles personnes au sein de ton capital, parce que c'est quelque chose que nous, on combat fortement, parce qu'on peut l'éviter avec Sodilog, puisqu'en finançant les flux, tes besoins sont quand même bien moindres, logiquement. Tu as des besoins de com, de développement et autres. Mais Michael Weiss me disait, on a l'impression que c'est un peu une étape comme j'ai fait le CES, j'ai fait un Kickstarter et j'ai levé des fonds. Mais quand on pose la question pourquoi tu as levé des fonds, la réponse c'est pas toujours très limpide. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les sociétés qui ont commencé avec nous ont évité ou ont réduit des levées de fonds ou les ont décalées. En les décalant, elles les ont fait sur des valorisations qui étaient plus fortes derrière. Logique. Tu décales ta levée de fonds d'1 an, tu as pris de la valeur, donc tu te revends logiquement de manière. Si tu arrives à progresser dans l'année que tu as décalée. Oui, pardon, je suis en approche de croissance. Bien sûr. Et c'est surtout très chronophage. Tu t'adresses à des gens qui connaissent pas. Et je pense que cette partie-là, ça serait plus intéressant si un de tes futurs invités expliquait l'étape de la levée de fonds, mais c'est vu aujourd'hui quand tu ouvres ton LinkedIn, c'est vu comme il y a une levée de fonds par semaine dans les différents contacts que je vois. Ouais, c'est pas une fin en soi, et trop souvent c'est pris comme une fin en soi, bien sûr. Exactement. Une levée de fonds, ça prend 6 mois. C'est ce qu'on m'a dit, et je le vois. Ouais. Alors il y a des levées de fonds qui sont très rapides quand il y a des produits qui crèvent le plafond, et il y a des investisseurs qui se battent parfois pour entrer sur un tour. Dans la plupart des cas, c'est 6 mois de travail entre ta roadmap, ton deck, comment on appelle ça, le tour de tous les VC ou de tous les billets, le pacte, enfin ça peut être très très long. Oui, je comprends ce que tu dis. Ton point en fait, c'est de dire que tant qu'on peut rester maître à bord et s'autofinancer, il faut essayer de le faire, c'est ça? Exactement. Prendre le moins de dettes possible, parce que tu as plus de capital, c'est du passif, forcément une dette sur la société. Rester maître à bord et maîtriser, sincèrement, ça c'est un conseil peut-être de fin, mais de dire focalisez-vous sur ce que vous savez faire en fait. Développez votre produit, vendez-le et utilisez des acteurs qui savent faire pour là où ils ont une expertise et là où vous perdrez pas. Ça c'est vraiment, je pense, ce qui est critique quand tu as en plus une petite structure où tu démarres et tu veux vraiment garder une structure à ressources légères, on va dire. Sur la même note, il y a un truc qui est en train de se développer. Il y a un acteur en France qui s'appelle Silver qui fait ça, SILVR. Sur la même note, c'est il y a des boîtes qui avancent des fonds pour financer l'acquisition dans le e-commerce. Comme ça, t'as justement pas non plus à aller lever des fonds ou voir une banque. Enfin, lever des fonds, te diluer, ou voir une banque qui ne fait pas ça. Mais ils t'avancent des fonds pour financer l'acquisition. Donc c'est d'ailleurs un modèle assez intéressant. Si on fait le sum up, on pourrait avoir Sodilog ou une boîte comme Sodilog qui va gérer ma partie appro logistique, une boîte comme Silver qui fait le financement de mes campagnes. Moi, j'ai plus qu'à trouver le bon produit et la bonne audience, quoi. Écoute, tu as mon email, n'hésite pas à leur dire de m'appeler. On peut faire un package. Sinon, c'est contact@sodilog.com, c'est ça? Ouais. Formidable. Jacques, merci infiniment pour ton temps, c'était très très riche. Merci Laurent. Je te remercie pour tous ces insights. Je vais essayer de résumer ça dans la prochaine newsletter, celle qui sortira après la diffusion de cet épisode, le mardi suivant. Merci encore à toi et merci à vous tous, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux et présents. N'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Masson, MA2SON sur LinkedIn, ou contact@sodilog.com, ou à moi, évidemment. Vos retours sont très précieux. Laurent Kretz, KROTZ, sur LinkedIn. Merci Jacques. Merci Laurent, à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.